le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandra Meunier. Art-thérapeute enseignante, conférencière internationale, auteure, Sandra a construit tout son parcours professionnel autour de la transmission de la joie. Formée en art-thérapie, puis au jeu du clown, elle commence en 2002 son travail à l'hôpital en amenant de l'apaisement et de la joie auprès d'adultes hospitalisés. À partir de 2007, elle met en place une transmission pour les soignants afin de les amener à réfléchir sur leurs pratiques de soins et à approfondir une qualité d'être dans la relation aux patients. 1 an plus tard, elle crée le concept de nez d'étoile et commence à former des professionnels de santé à travers un processus long et exigeant. Elle peaufine alors sa propre nez étoile, Annabelle, personnage enchanteur au nez rouge, docteur de la joie. Je vous souhaite une belle écoute. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour un nouveau direct, cette fois-ci avec Sandra Meunier. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous, que vous allez bien, que vous avez passé une belle matinée. Moi, ça va très bien. On est en train de discuter avec Sandra. On est en train de préparer d'autres choses, de nouveaux projets. Donc, il y en a un, j'espère qu'on va pouvoir s'en occuper d'ici peu, j'espère. En tout cas, qui sera visible d'ici peu. Ça serait chouette. Et puis, un autre projet que j'ai évoqué aussi avec Sandra, et donc là, je peux pas vous en parler, qui nous tarde de mettre sur pied avec ma collègue Julie, parce que ça va être encore quelque chose de très fort, très impactant, sociétalement parlant. C'est vraiment moi ce qui me motive, c'est de vous impacter positivement, de semer des graines d'espoir et d'inspiration. Avant de rejoindre Sandra et pendant que vous rejoignez notre live, je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée autour de l'écosystème C'est quoi le bonheur pour vous, qui regroupe maintenant beaucoup de choses. Il y a donc le livre C'est quoi le bonheur pour vous, le jeu de cartes, le congrès, le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et puis, je voulais vous dire une chose quand même, c'est que j'ai terminé l'écriture de mon 2e livre. Et oui, la suite est complémentaire du premier livre, C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi. Ça y est, c'est terminé, le manuscrit est parti hier à la maison d'édition Erol. Ouf. Pour ceux qui écrivent, je pense que vous connaissez ce sentiment quand on fait ce petit clic et qu'on envoie le manuscrit à la maison d'édition. C'est un soulagement et en même temps plein de doutes. J'espère que ce livre va vous plaire, j'espère qu'il va plaire aussi à la maison d'édition. Et donc du coup voilà, donc le mail est envoyé, donc maintenant j'attends leur retour. Le livre doit sortir le 31 octobre et il doit être imprimé à partir du 10 septembre. Et donc entre maintenant et le 10 septembre, on va avoir des allers-retours avec la correctrice de chez Erol, si elle a des choses à me dire par rapport à ce livre. En tout cas, je suis très content. Une fois de plus, c'est la partie complémentaire du premier. Dans ce livre, j'aborde plutôt notre monde intérieur. Beaucoup de choses, beaucoup de volets autour de la spiritualité, de l'amour, de l'éducation, un sujet qui me tient cher à cœur, de la beauté, de la connaissance de soi, de l'intuition. Voilà, j'ai tout donné dans ce bouquin. Et normalement, avec les 2 livres, vous avez de quoi cheminer de manière un peu plus éclairée. Je vous montre cette petite vidéo et on se retrouve tout de suite après avec Sandra. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, on organise également bientôt, c'est le week-end, c'est le début, le premier week-end du mois d'août, du 2 au 4 août, le week-end immersif, C'est quoi le bonheur pour vous, avec David Tan et Alexandre Antonenko. Il reste encore des places si vous voulez participer à ce beau week-end. On va être 148 personnes au hameau de l'Étoile pour vivre vraiment une expérience cœur, corps, tête. Avec David, Alexandre et moi, on va vous proposer des ateliers justement pour vous accompagner, vous éclairer un peu plus, vous apporter des outils pour que vous puissiez continuer à cheminer de votre côté. Et on est au hameau de l'Étoile, qui est un lieu qui est magnifique. Je vous montrerai une petite vidéo du hameau après notre échange avec Sandra à la fin. Vous allez voir, le lieu est splendide. Je vais faire apparaître Sandra. Hello Sandra. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, merci. Je fais aller. Ok. Eh bien, écoute, Sandra,
On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, nous, on se connaît, hein, ça fait un petit moment qu'on échange. On s'était rencontrés à Paris il y a quelques années maintenant en arrière. Tu as participé à quelques-uns de nos événements. Je t'avais déjà aussi interviewé de mémoire. Il me semble que c'était pendant cette période de confinement. Et puis voilà, la semaine dernière, j'ai eu envie encore de t'interviewer parce que je trouve que tout ce que tu fais est vraiment chouette et que ça mérite d'être encore plus propagé autour de nous. On va en parler comme ça pendant 1 heure parce que tu fais beaucoup de choses, toi aussi de ton côté, et c'est très inspirant. Donc, je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Ah oui, j'avais pas pensé à ça, la présentation. Alors, ce que je dis maintenant, c'est que, enfin, qui est la vérité, je suis art thérapeute, mais on va dire que je suis engagée dans la question de la... Je suis art thérapeute et artiste autour de la joie et de la paix depuis plus de 20 ans. J'ai créé une association qui s'appelle N'Étoile, des soins de joie à l'hôpital, avec comme devise, si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard qu'on a sur elle. Et j'ai créé aussi un dispositif Terre de Joie. Ça fait 10 ans que je suis engagée dans l'éducation à la joie-paix pour les enfants. Donc j'ai créé aussi une communauté qui s'appelle Pour une Terre de Joie. Ouais. Parce que j'ai pensé que c'était mieux de partager ça avec d'autres et de permettre aussi à des gens de travailler plus facilement. C'est une communauté vraiment d'entraide et autour de la transmission de la joie. Alors, dans les écoles et puis de manière plus large, sur Terre, on va dire. Parce que grâce à ma communauté, par exemple, là, j'ai vu qu'ils sont intervenus dans 13 endroits différents. Donc, ça peut être aussi bien auprès des migrants, ça peut être en intergénérationnel, ça peut être à l'hôpital. Bien sûr, c'est à l'école. Et voilà, de déployer cette question fondamentale de est-ce qu'on peut avoir accès à la joie quoi qu'il se passe à l'extérieur. Voilà, c'est mon engagement. Ah ouais, et c'est une vraie question. Et ce qui nous rejoint notamment, c'est l'éducation. C'est aussi pour ça que du coup tu as créé ce jeu. Peut-être qu'on pourra en parler. Ce jeu, il est essentiellement destiné aux enseignants ou c'est parce que j'imagine que c'est les enseignants qui s'emparent du jeu pour leurs élèves. Oui, alors, et pas que, c'est ça qui est fantastique, c'est que j'ai participé, comme j'ai double casquette, je viens du milieu du soin aussi, donc je vois qu'il y a des thérapeutes aussi qui peuvent l'utiliser, des médecins, des soignants. Alors oui, bien sûr, il est utilisé pour les écoles. Et des enseignants l'utilisent, et ça me fait bien plaisir. Après, je sais aussi qu'il y a des parents qui l'utilisent. Voilà, alors que ça a été créé pour un groupe, mais parfois on peut le reprendre aussi en rencontre, en individuel. Donc voilà. Bon, c'est vrai que l'idée pour moi, c'était quand même que ce soit utilisé dans les écoles parce que je trouve que c'est très important que ça fasse partie d'une éducation. C'est pas en dehors, c'est pas quelque chose de récréatif. C'est pas comme ça que je l'ai conçu. C'est vraiment prendre le temps de pratiques intérieures et surtout de faire exprimer les enfants autour de cet intime. Et bien sûr, c'est lié, ça déploie l'empathie, toutes les compétences psychosociales dont on parle actuellement. C'est vraiment le cœur et je pense que c'est un outil qui est assez simple. Alors, par ailleurs, c'est vrai que j'ai créé une communauté parce que je me suis rendu compte que les enseignants, ils l'utilisaient peut-être pas dans toutes les dimensions. Alors, voilà, je donne aussi des formations dans ce sens-là, oui. Quand tu dis tu donnes des formations, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Eh ben, quand j'ai créé la communauté pour une terre de joie, je me suis dit que j'allais créer tout un process pour utiliser Terre de Joie. Ça peut s'utiliser tout simplement. Il y a un magnifique livret pédagogique qui a été élaboré avec beaucoup de soins, notamment avec des enseignants. Mais je me suis rendu compte en fait, qu'ils n'avaient pas compris à quel point l'accompagnement de la parole était important. Donc, en fait, je donne plusieurs stages. Enfin, en tout cas, il y en a un central. Il y a une formation initiale de 2 jours. Et après, j'encourage l'expérience de 10 séances. Et puis après, il y a encore un autre jour qui est analyse de pratique, partage de pratique avec une rédaction d'un mémoire pour exprimer aussi la singularité, parce que je sais que dans la communauté, par exemple, toi tu parlais des enseignants, mais il n'y a pas que des enseignants qui l'utilisent, il y a aussi par exemple des formateurs, il peut y avoir des coachs, il peut y avoir
je sais pas moi, de professionnels de la santé et j'aime bien savoir comment ils l'ont utilisé. Et par exemple, tu vois, je suis très heureuse de savoir qu'il y en a qui vont faire, par exemple, Terre de joie et philosophie. Il y en a qui vont faire Terre de joie et intergénérationnel. Et le mémoire va être centré sur l'endroit où ils ont le plus pratiqué et les endroits où ils veulent ouvrir cette question de la joie. Ok. Et qu'est-ce qu'il en découle, in fine, quand les enfants, ou peu importe qui joue, en fait, qu'est-ce qu'il en découle qu'est-ce qui se passe, en fait, en gros alors, tu parlais de compétences psychosociales, donc ça développe ces compétences. Oui. Normalement, ils expérimentent le pouvoir de l'imaginaire et normalement, les enfants vont sentir qu'il y a une joie qui ne dépendrait pas de l'extérieur. Et ça, c'est tout mon cheminement, c'est toute ma pensée, parce que je suis tellement intervenue à l'hôpital que ce qui m'intéressait, c'est est-ce qu'on peut avoir de la joie même si on ne fait plus rien, même si on perd toutes les capacités, enfin beaucoup de capacités extérieures. Et donc, normalement, les enfants, quand ils jouent à Terre de joie, ils sentent comment ils peuvent utiliser leur imaginaire pour trouver la joie paix, la joie silence. C'est une invitation, en fait, à être dans un parcours, pourquoi pas un jour arriver à la méditation, mais voilà, on va y aller progressivement. Et surtout, ça les sensibilise aussi au bien-être individuel et collectif, parce que dans le dispositif à l'école, ils sont invités à devenir des héros de la joie. Donc, ça veut dire qu'ils prennent soin du collectif et ils vont inventer des pratiques de joie. Donc, conclusion, s'ils jouent à Terre de joie, peut-être qu'ils vont avoir, le sens de l'autre encore plus développé et comment apaiser ceux qui souffrent. Et moi, j'adore quand on me dit que certains enfants, ils rentrent à la maison et ils inventent des pratiques de joie ou alors ils vivent ce qu'ils ont vécu à l'école et qu'ils transmettent ça à leurs parents parce qu'ils sentent que les parents vont pas bien. Pour moi, c'est une victoire. Et puis aussi, quand ils savourent encore plus le présent et qu'ils se disent... j'ai de la chance. C'est pas que j'ai de la chance de faire ceci, cela. J'ai de la chance déjà de vivre. J'ai de la chance d'être. Et pour moi, c'était l'objectif du dispositif. Qu'ils aient une force dans la vie. Et la plus grande force, pour moi, elle est intérieure. Donc, c'est ce que je voulais transmettre aux enfants. C'est génial. Oui, en fait, tu sèmes des graines à travers ce jeu. Tu les amènes à avoir une conscience aussi un peu différente de la vie, d'eux-mêmes, du collectif, comme tu dis. Ouais. C'est génial, hein. Ouais. C'est basé sur le coopératif et je me dis que vraiment, si on développait davantage toutes ces compétences et puis mais vraiment une pensée coopérative, mais efficace, efficiente à l'école, on n'en serait peut-être pas là actuellement, j'en suis persuadée. Ouais, oui, tu prêches un convaincu. Hein. Oui, ça, je sais. Je dis bien que tout part de l'éducation, donc si on amène le savoir-être, la connaissance de soi le plus tôt possible, on fait un cadeau à l'humanité, en fait, à la planète. Mais complètement, mais tu vois, je sais pas si c'est le plus dur, mais je sais pas pour toi comment tu le vis, mais pour moi, c'est garder le cap, parce que des fois, je peux être dans ma bulle et puis je crée des choses, des dispositifs, et puis après, je suis confrontée au réel. Et il n'y a pas tellement longtemps, j'ai vécu un moment qui était délicat, qui m'a rappelé quand même qu'entre ce que nous, on aimait et puis en même temps où on est le terrain, il y a parfois un décalage. Je dis ça parce qu'il y a une magnifique enseignante qui m'écrit et qui me dit « Oui, je voudrais amener le bien-être à l'école, le bien-être des enfants, des parents. » Et oui, j'ai vu Terre de joie, ça a l'air bien. Je dis « Écoutez, je viens. » Mais comme ça, sympathiquement, parce qu'elle était sur Paris. Et puis moi, je dis « Je viens vous voir, je vois un peu quel est votre projet. » Et puis, je l'écoute et puis on commence un petit peu à avancer le projet. Puis après, elle me dit, ouais, ça me fait vraiment rêver. Mais elle dit, quand j'en ai parlé à ma hiérarchie, alors je pense que c'était une inspectrice, je ne sais pas qui circulait dans son établissement, parce qu'elle voulait vraiment que ça prenne une certaine ampleur, ce qu'elle met en place. Et la femme lui a dit, l'inspectrice lui a dit, oui, alors c'est bien d'amener le bien-être, mais enfin bon... c'est quand même pour qu'il soit meilleur en mathématiques et en français, l'école. Et c'était lourd, cette phrase, parce que c'était lourd de conséquences pour elle. Elle a dit oui, bien entendu. Puis en même temps, on voit la grosse machinerie et puis on voit qu'il y a encore des préoccupations. Bien sûr, il faut être bon en mathématiques et en français. Et ça, on n'a jamais dit qu'on ne serait pas bon. Mais en fait, s'il y avait d'autres matières transmises, mais comme des fondamentaux, comme les mathématiques et le français, ça irait mieux. Et surtout qu'elle était dans un quartier difficile de Paris où les enfants étaient en violence, étaient en souffrance, il y avait beaucoup de choses difficiles. Et elle met tout en moyen pour que ça amène la paix, pour que ça amène autre chose dans son école.
Et en fait, on voit parfois qu'ils ne sont pas aidés. Et voilà, c'était un petit peu triste. Et je suis rentrée en VRP de la joie. J'avais terre de joie sur moi, me disant, c'est quand même compliqué. Et c'est toujours, c'est quand même, hein, il y a des endroits où c'est quand même compliqué. Je parle du public, je parle des gens, voilà, qui sont simplement. Ouais, c'est une réalité, hein. C'est pour ça que le sous-titre de mon deuxième film, L'école de la vie, une génération pour tout changer, c'est que je me dis qu'en fait, en une génération, peut-être que, tu vois, en 20-25 ans, on peut essayer de changer les choses. En tout cas, les choses, elles évoluent quand même, il faut le dire, mais très lentement, en fait. C'est ça le truc, c'est que ça va trop lentement. Ouais. C'est ça, trop lentement. Mais voilà. Donc, en fait, il y a des personnes, je sais que toi, tu en fais partie, il y a des personnes, il ne faut pas qu'elles perdent le cap. J'ai été affectée, je suis rentrée chez moi, je dis, ah oui, d'accord, c'est vrai, c'est quand même compliqué. Et puis après, c'est nourrir. Et après, il y a une autre personne qui m'a appelée, et puis d'autres rêves, et puis allez, on y va. Mais voilà, parfois aussi la période n'est pas aidante. Ça fait des années que je voudrais communiquer, par exemple, sur les grands réseaux, tu vois, sur France Inter, France Culture, il faudrait parler de la joie. Et en fait, on se rend compte que c'est toujours un sujet, c'est jamais le moment. Je fois, on me dit, ah oui, non, mais là, il y a les élections. Ah oui, non, mais là, là, il y a la guerre en Ukraine. Et là, en fait, c'est jamais le moment de parler de la joie. Mais il serait peut-être temps que ce soit un premier sujet et qu'on voit comment semer ces fameuses graines de joie dont parlait Thich Nhat Hanh, hein, qui m'inspire beaucoup. Voilà, qu'on parle de paix et de joie. Et c'est pas un deuxième sujet, c'est un premier sujet. Mais bon. Ouais, je suis bien d'accord. Tout comme l'éducation, hein, tu te rends compte qu'en fait, le mainstream ne s'intéresse pas à l'éducation, qui est aussi, pour moi, un des sujets prioritaires, en fait, en montrant des initiatives comme la tienne. Tiens, d'ailleurs, alors, je sais pas si tu le sais, mais tu sais qu'il y a quand même une chaîne qui s'appelle School TV. Tu connais ou pas? Ah non, je connais pas School TV, non. Ah, vas-y, note-le, tu pourras les contacter. C'est SQOOL, donc SQOOL TV. Donc, je crois que c'est sur le câble et tout. Et en fait, c'est la première chaîne, donc accessible à la télévision, qui parle que d'éducation. Ah oui, d'accord. Ah, c'est super. Oui, carrément. Voilà, mais c'est toujours des choses un petit peu à part. Alors, j'espère que ça va augmenter. Je vais aller regarder. Mais je parle des grands, des grands réseaux. Et je me dis, tiens, c'est vraiment intéressant parce qu'on veut souvent du sensationnel et de l'émotionnel. Et puis, en fait, vraiment se poser et se dire, bon, allez, on réfléchit, on prend le temps et on crée un peu le monde qu'on veut. C'est toujours plus délicat. C'est clair. Et même si tu viens vers eux en leur parlant du sujet de la mort, parce que la mort, tu vois, c'est un peu, ça peut attirer les chaînes de TV ou les radios, même ça, en fait, ça les intéresse pas? Oui, mais ce qui les intéresse, c'est les sujets émotionnels. Hein. C'est la question de l'euthanasie. Est-ce que, est-ce qu'on sédate, est-ce qu'on pratique l'euthanasie? Et quand moi, je proposais un autre sujet, mais alors, plutôt que de traiter ce sujet-là, est-ce qu'on pourrait parler de l'accompagnement de fin de vie? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et là, ça les intéresse beaucoup moins. C'est très intéressant. Hein. Donc, il y a une émotion. Oui, c'est Rose Pause, on réfléchit ensemble. Et ouais, parce qu'en même temps, oui, j'ai eu des demandes, mais ça n'a pas de sens parfois. Je fais non, mais moi, je veux pas être dans le sensationnel, je veux être dans autre chose. Ouais, oui, parce que leur idée, c'est de faire de l'audimat. C'est ça, c'est ça. Ok. Justement, c'est une bonne transition. Tu parles d'accompagnement de fin de vie et qu'on pourrait mettre en place d'autres choses. C'est quoi, en fait, tes idées par rapport à ça? Oh, mais il y en a beaucoup. Alors déjà, ça serait, tu sais, c'est un peu comme le personnel éducatif. Ça serait aussi former le personnel soignant et parfois, alors ils ont des DU de soins palliatifs, ça c'est fantastique. Et puis parfois ils sont pas assez formés. Et je pense qu'il y aurait pas mal de choses à faire, notamment dans est-ce qu'on peut les aider à s'apaiser par rapport à la question de la mort, que la mort n'est pas un échec. La mort, ça fait partie de la vie. Et donc, je transmets beaucoup de choses quand je suis en conférence spectacle par rapport à cette question de l'accompagnement. Moi, ce qui me semble important, c'est connecter les gens à ce qu'il y a de sacré. Et c'est pour moi la chose la plus importante pour la fin de vie. Alors, ce qu'il y a de sacré, hein, c'est vraiment au sens large. C'est aussi bien connecter la nature. Si c'est cet endroit-là où la personne se sentait immense, on l'emmener dans les espaces intérieurs liés à la nature. Parfois, c'est la question de l'amour. Parfois, c'était le plus important dans la vie de quelqu'un, c'était la question de l'amour. Donc, connecter la personne à tout ce qu'elle a fait de beau dans le domaine de l'amour.
Et puis parfois, oui, parfois c'est la religion. Et ben alors, mettons en place aidons-les à prier. Et puis parfois, donc certains, c'est vraiment la spiritualité au sens large. Et ben aidons-les à méditer. Donc je pense qu'il y a vraiment le sacré à mettre davantage en place, vraiment au sens large, dans les milieux de fin de vie et un peu partout, hein, à l'hôpital. C'est ça qui semble le plus important pour moi. Mais là encore, en fait, c'est hyper challengeant de mettre en place tout ça, j'imagine, non? Ah bah, en fait, ce que j'ai fait, il a toujours été que challengeant. Donc oui, c'est challengeant et ça met du temps parce qu'il y a toujours des craintes. Et en fait, je me rends compte que ce sont les mêmes craintes dans le milieu hospitalier que dans le milieu éducatif. Les craintes, c'est toujours les craintes des sectes. Et, Ah, bon, parce que c'est vrai aussi, ça existe. Mais en fait, voilà, il faut toujours montrer patte blanche, il faut montrer l'intérêt. Et alors, des personnalités ont amené beaucoup de choses, ont fait beaucoup de bien dans ce domaine-là. Je pense à Christophe André qui a amené la pratique de la méditation. C'est devenu complètement normal, en fait, pour les soignants. Mais bon, moi, ça fait plus de 22 ans que je suis dans le milieu de l'hôpital. Donc, au début, il n'y avait pas encore des Christophe André qui étaient autant connus. Et ça paraissait vraiment suspect. Ça paraissait suspect de méditer. La pleine présence, tout ça. Donc, ouais, mais en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup d'ouverture. On s'intéresse quand même aux pratiques non médicamenteuses au fur et à mesure. Mais c'est toujours pareil. Ce sont les pratiques qui ont été mesurées. Il faut évaluer. ben, on est en France. Bah oui, c'est clair. C'est ça. Et donc, ça, on le sent fort. Mais il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et puis, je remercie les soignants. Les soignants sont aussi, comme les enseignants, maltraités par un système qui n'est pas en valeur, enfin, qui ne les accompagne pas assez. Donc en fait, ils font ce qu'ils peuvent. En ce moment, tout le monde fait ce qu'il peut. Mais j'ai hâte qu'en fait, qu'on se pose un peu plus et qu'on leur transmette aussi des pratiques où ils auraient le temps de les faire. Parce que c'est ça aussi. Parfois, j'ai donné des formations à l'hôpital et puis j'avais un peu la colère des soignants en disant ouais, c'est bien beau, mais on n'a pas vraiment le temps. Hein. Et j'entends cette colère. Et après, je dis, c'est le même temps pour être présent. Hein. Un vrai bonjour, ça ne prend pas plus de temps. Donc, voilà ce que j'amène comme réflexion. Mais parfois, j'ai l'impression d'amener de la beauté sur un endroit qui saigne. Et il faudrait d'abord laver la plaie, recoudre. C'est pas parce que j'amène la question de la joie. En plus, la question de la joie qui est hyper audacieuse, il faut la comprendre profondément, il faut se poser pour voir de quelle joie il s'agit. C'est pas parce que j'amène cette question-là que c'est un miracle. Non, non. Il faut aussi un peu de temps. Justement, c'est quoi la joie pour toi, Sandra? Pour moi, la joie, enfin celle qui m'intéresse, parce que il y aurait plusieurs types de joie. La joie dont je parle moi, c'est la joie sans objet, sans raison. La joie qu'on pourrait avoir même si par exemple, on est malade, même si on vit des choses difficiles, est-ce qu'on est capable de vivre des instants de joie qui seraient les instants de grâce? La joie, pour moi, est associée vraiment au lâcher-prise. Je dis toujours que la joie, c'est différent du plaisir. En fait, moi, je parle d'une joie qui n'aurait pas de contraire. Donc, je parle de la joie état. Je ne parle pas de la joie émotion. La joie émotion qui serait la joie qui irait avec la tristesse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la joie hors des émotions, la joie état. Donc, voilà, pour moi, c'est celle-ci dont je parle souvent. La joie état, ça me fait penser à la joie naturelle des enfants, en fait. Quand tu regardes les enfants, ils sont naturellement dans la joie, c'est ça? Oui, alors c'est drôle parce que hier, je suis allée voir, je suis allée voir Vice Versa 2. Ah ouais, il est bien? Ouais, il est très intéressant. Et on avait vu la première version que justement, il y avait la tristesse qui était là avec la joie. Et la tristesse était très importante dans le premier épisode, la première série, enfin, premier Vice Versa. Et là, waouh! On sent justement qu'étant enfant, elle avait accès à la joie. Et puis, quand l'adolescence arrive, c'est toujours très intéressant de voir comment est-ce que les gens peuvent perdre la joie. Dans le développement psychique, émotionnel, comment, à un moment donné, la joie devient moins prioritaire. Alors que, comme tu dis, oui, les enfants vivent la joie. Ah bah oui, les enfants vivent les états de joie. Alors, que dire du bébé? État de joie. Et puis après, il y a quelque chose qui se désenchante. Ça veut dire qu'à un moment donné, et même le système éducatif, au niveau maternel, allez, c'est joyeux, c'est pétillant, ouh là là, on commence à me plus structurer un peu plus tard, tu vois, en élémentaire. Et puis après, on arrive
On arrive au collège et là, ça commence à être beaucoup moins drôle. Et en fait, et voilà, et collège, lycée, donc je sais plus pourquoi. Le monde du travail. Et le monde du travail. Donc, c'est assez terrifiant quand même. Et justement, hier, justement, quand je regardais Vice Versa, mais ça m'a fait un bien de voir la joie. On a ce personnage-là, mais qui essaye de se frayer un chemin, qui essaye de passer. Alors, elle, c'est plus la joie-émotion, c'est vrai, mais c'était très intéressant. Ah, je ne voudrais rien dévoiler de la fin, mais j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, on est arrivé à la joie-paix, la joie détente profonde. Enfin, pour moi, la joie va avec un état de relaxation, de détente absolue. Pour moi, la joie, c'est quand ça s'ouvre à quelque chose de plus grand. Pour moi, la joie, c'est ça, en fait. Tu vois, d'un seul coup, tu es en joie et c'est beaucoup plus vaste. C'est ça, la joie. Et on a senti ça dans Vice Versa et j'étais contente qu'on arrive à cette joie-là. Bah oui, à un moment donné, mais ça voudrait dire qu'il y a des endroits à lâcher et accepter tout. Moi, je parle souvent d'une joie inclusive. Je parle pas d'une... Enfin, comment dire? Quand je dis une joie inclusive, c'est qu'on pourrait me dire « Ah ouais, c'est facile pour toi, tu es en joie. » Alors, non. Alors, c'est pas question de facilité, c'est question aussi de décision. Et c'est une joie inclusive, c'est une joie qui va avec ceux qui souffrent, avec la situation actuelle. Et je me coupe pas des médias, je me coupe pas de la vie, je me coupe pas de tout ce qui se passe en ce moment. Ça serait la joie de compassion, la joie avec, c'est-à-dire que je regarde et je fais « Ouf !» Est-ce que moi, qu'est-ce qui serait le plus utile? Que je commence à perdre ma joie parce que je me dis « Oh là là, ça va pas du tout en ce moment, c'est la catastrophe » ou alors je me dise « Je vois ». Alors, ça me touche plus ou moins, hein. Je peux aussi être en contact avec ma tristesse. Et je décide d'inspirer, d'expirer. Je décide de prendre un chemin qui est la troisième voie, qui est d'accepter ce qui est et de trouver un espace de joie. Et je pense que c'est vraiment la chose la plus utile en ce moment, plutôt que d'être à ce point activiste et puis révolutionnaire et puis vouloir d'une manière violente. Je pense qu'il y a un autre chemin. Mais il est peut-être plus long et il est très exigeant, ce chemin-là. C'est comment je trouve de la joie, même si ça part en déconfiture et même si ça m'atteint à un endroit. Il y a un endroit de mon cœur qui est touché, mais ce n'est pas le chemin que je choisis. Je choisis le chemin de la paix et de la joie. Et ce n'est pas le plus simple. Attention, ce n'est pas le plus simple. C'est ici que je choisis. Oui, tu prêches un convaincu, hein, une fois de plus. C'est le chemin que j'ai choisi depuis une trentaine d'années. Et bien évidemment, on est à contre-courant, forcément. On n'est pas... on fait pas comme tout le monde, quoi. Donc forcément, c'est plus dur, ça demande plus d'énergie, plus de patience. Mais pour moi, c'est la voie, en fait. Il ne faut pas croire, mais toi tu le sais, oui, ça mobilise énormément, parce que c'est une telle décision, ça mobilise. Et c'est la question aussi, notamment en accompagnement de fin de vie, quand je parle de la joie, non mais attends, c'est pas la joie absolue tout de suite, enfin, c'est la joie à un moment donné de lâcher prise et se dire, ok, c'est maintenant, et je vais mourir, est-ce que je suis capable de tout abandonner, et là je vais trouver une joie. Donc on voit que c'est un chemin, mais immense. C'est pas la joie, c'est pas tout le temps la joie. Et en fait, c'est des paliers. Mais c'est pareil dans la vie. Tout à l'heure, on en discutait. La mort, elle est présente partout. Il y a une mort de l'enfance. On n'est plus un enfant, on passe un adolescent, donc c'est bien une mort. Après, on passe adulte, donc on quitte l'adolescence, donc c'est encore une mort. Et puis après, quand on est adulte, on va quitter aussi au fur et à mesure la vieillesse. Si ça, c'est pas les types de morts. Et en fait, on passe le temps à mourir et à renaître. Et ça, c'est notre lot commun. Alors, est-ce qu'on peut... La différence entre tous les êtres humains, c'est la manière de le vivre. Est-ce qu'on peut rester en joie? Est-ce qu'on peut trouver de la joie alors que la mort va être tout le temps présente? C'est le défi. Ouais, moi je dis que c'est possible. En fait, c'est ce qui nous différencie justement. Tu sais, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de robots là, ces dernières années. C'est ce qui nous différencie des robots, c'est qu'on a un libre arbitre. Et je crois qu'on peut vraiment acter et décider justement par un choix vraiment ferme, très puissant, de mettre de l'énergie autour de l'amour, de la paix, de la joie, etc. Je crois que c'est une vraie décision qu'on peut tous prendre, mais qui, bien évidemment, n'est pas évidente, ça c'est clair. Non, elle n'est pas évidente parce que parfois, moi je dirais toujours, je fais toujours des distinctions. Alors d'abord, je n'aime pas les raccourcis, j'aime pas les facilités, j'aime pas les phrases toutes faites. C'est un chemin. Et parfois, parce que j'ai connu tellement de gens qui vivaient des drames, et je pense toujours à ceux qui vivent des drames. Alors ça, c'est ma déformation professionnelle, parce que j'ai vraiment rencontré beaucoup de gens qui vivent des choses très, très difficiles. Et donc, comment on peut aussi rejoindre les personnes qui sont en grande souffrance, non pas en leur disant « Hey, t'as vu ce que je fais? T'as vu, ma vie, elle est géniale. » Non, mais c'est pas ça la question. C'est là, je vois, qu'est-ce que j'en fais? Et comment je vais trouver un chemin, mais hyper
hyper délicat. Il y en a peut-être des fois, parfois, on n'a pas beaucoup d'espace pour trouver la joie. Et je suis toujours voilà, vigilante par rapport aussi à mes communications, parce que notamment, là récemment, je suis vraiment en lien avec des parents, notamment qui ont perdu des enfants. Alors je fais waouh, alors là, comment on retrouve la joie? Elle est où cette joie? Et les joies, des fois, c'est des joies fugaces. Elle est où? Et puis la joie, quand tu perds ou quand tu accompagnes ton conjoint qui est en fin de vie, c'est très difficile. Donc il y a tellement des moments dans la vie où on pourrait la perdre, cette joie. Oui, alors on perd, oui, il y a des choses qu'on perd, hein. Et toute la réflexion, c'est comment il y a un endroit qu'on ne perd jamais. Alors, et cette réflexion, c'est l'éducation, on va reparler d'éducation. Si justement, on s'est éduqué à aller quand ça allait bien, on s'est éduqué à régulièrement pratiquer des choses, des méditations ou vivre des expériences intérieures où on a accès à cette joie, ça va nous aider quand on vit des moments très difficiles. D'où mon engagement auprès des enfants. C'est venu après tout ce que j'ai fait à l'hôpital. Je me suis dit, mais il y en a qui sont démunis à l'hôpital. Et je me suis dit, mais en fait, ils n'avaient jamais nourri cet espace intérieur. Je dis, mais alors attends, il faut le nourrir tout de suite chez les enfants. Parce que le jour où ça va être un peu plus difficile, ils auront connu cet espace intérieur nourri. Ça, c'est vraiment... cette éducation-là, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas aussi importante et distillée, quoi. Tu m'étonnes. L'éducation aux émotions aussi, ça va de pair, tu sais, de comprendre nos émotions, de les accompagner, de pouvoir les gérer, même si j'aime pas ce terme. Oui, mais ça aussi, c'est quelque chose qui nous aide, mais tellement après dans notre vie d'adulte, c'est assez incroyable. Ben oui. Oui, non, mais oui, donc c'est pour ça que il faut garder un petit peu d'enthousiasme. Ben oui, c'est ça. Et quand tu parlais de la joie telle que tu la conçois, moi j'avais l'impression en t'écoutant que en filigrane, derrière, il y avait une notion de spiritualité. Est-ce que finalement, ça ne serait pas aussi cultiver une forme de spiritualité, tu sais, pour aller chercher ce chemin qui nous mène à la joie? Ah ben moi, je la vis comme ça. Pour moi, la joie est spirituelle, c'est-à-dire que c'est pas de l'ordre de la religion, mais bien sûr, oui, c'est spirituel dans le sens de qu'on n'est pas qu'un corps et qu'une vraie joie, ce n'est pas, comment dire, pour moi, c'est avoir accès à quelque chose de plus vaste. Voilà. Donc, pour certains, ils pourront dire que c'est spirituel, mais il y en a qui n'ont même pas accès à ce mot. Mais c'est pour ça que je te dis, je me méfie toujours des mots et j'essaie toujours de les ouvrir. Oui, alors moi, dans mon monde de référence, hein, tu sais que chacun a sa carte monde, sa carte de référence. Oui, moi, je mettrais le mot spirituel. La joie est spirituelle. Et alors qu'on pourrait dire que le plaisir, le bonheur, alors je sais que toi, c'est pas comme ça que tu vis le bonheur, mais on peut dire, en tout cas, il y en a qui ont pu l'expliquer comme ça, que le bonheur était psychologique plutôt et la joie était spirituelle. Mais en fait, tout ça, ce sont des cadres de référence et je n'aime pas m'enfermer dans les mots parce que je sais que toi, pour toi, le bonheur, tu y mettrais peut-être le mot joie. Moi, j'ai mis le mot joie et toi, pour toi, ce serait le mot bonheur. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de donner des significations sur les mots qu'on emploie. C'est pour ça que quand je fais un spectacle, j'explique toujours les mots. Parce que tu vois, moi, je mettrais le bonheur. Pour moi, le bonheur, il fonctionne avec son contraire, le malheur. C'est comme ça que moi, je l'ai interprété. Et moi, je parle d'une joie qui n'aurait pas de contraire. Mais c'est ma définition. Alors que je sais que toi, tu ne dois pas y mettre cette même définition sur le bonheur. D'accord. Bah, c'était un peu la résultante de ce film que j'ai réalisé, tu sais, en interviewant 1500 personnes dans 25 pays autour de C'est quoi le bonheur pour vous. J'ai vu qu'on avait tous une définition très particulière en fait du bonheur. Et je pense que ça serait le cas aussi autour de la joie. Si je te posais la question, c'est quoi l'amour pour toi? Je pense qu'on aurait aussi une définition différente. Tu sais, il y a des sujets comme ça où. D'ailleurs, c'est quoi l'amour pour toi? Alors, c'est quoi l'amour pour moi? Voilà, l'amour. Mais pour moi, c'est une ouverture. Moi, c'est l'état d'ouverture. Mais tu vois que c'est proche de la joie. Hein. L'amour, moi, c'est aussi un grand sujet qui me tient à cœur, mais depuis tout le temps. Parce que personnellement, ma quête personnelle, je ne l'ai jamais dit, mais c'est être dans l'amour inconditionnel. Donc, pour moi, l'amour, c'est quelque chose. Enfin, le véritable amour, c'est un chemin aussi. Hein. Ouh là là, parce que c'est un amour qui n'aurait pas de conditions. Et on voit souvent qu'on met toujours des conditions dans l'amour.
Alors je t'aime si ceci, ah je t'aime bien là, bon là je t'aime moins. Est-ce qu'on Ça voudrait dire quoi être dans l'amour inconditionnel? Ça voudrait dire s'aimer de manière inconditionnelle, ça veut dire aimer aussi les parts d'ombre. Si je veux aimer l'autre de manière inconditionnelle, il va falloir que je m'aime de manière inconditionnelle. Et c'est un sacré chemin, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui nous agacent. Et pourquoi ils nous agacent? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi aimer cet endroit qui agace, enfin en tout cas l'accueillir et après finalement l'aimer? Donc tu vois que le sujet de l'amour, pour moi, c'est pas du tout cucul la praline, c'est pas du tout oh je t'aime bien, waouh! Non, non, c'est aller aimer ceux qui nous blessent et ceux qui en ce moment, par exemple, ne voteraient pas comme nous. Ah bah ouais, mais arrêtons cette dualité, arrêtons de dire oh mais t'es nul, tu votes pas comme moi. Est-ce que je peux aussi aimer quelqu'un qui ne vote pas pareil que moi? Pour moi, c'est ça le chemin de l'amour. C'est pas aimer tous ceux qui votent comme moi, par exemple. Si on faisait un rapprochement avec les élections. Donc ça, c'est une place de l'amour. C'est tellement un grand sujet, l'amour, ça m'intéresse beaucoup aussi. Ouais. Je te rejoins sur ce que tu dis dans le côté amour inconditionnel. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. D'aimer l'autre, en fait, dans ses différences aussi. Bien évidemment, sous condition que ça ne te porte pas préjudice et que ça te fasse pas souffrir, forcément. Mais c'est aussi ça, parce qu'on est tous différents. Et c'est même encore beaucoup plus vaste que ça. Quand tu parles d'amener la joie et l'amour, arriver au stade de la mort, est-ce que tu as le sentiment, parce que du coup, tu as rencontré quand même beaucoup de personnes, je ne sais pas si tu as une idée, mais je crois que c'est énorme en fait en termes de toutes ces personnes que tu as pu accompagner et rencontrer. Est-ce que tu as l'impression déjà que c'est possible d'être dans la joie et dans l'amour quand on est au seuil de la mort comme ça? Et oui, et ben en fait, c'est complètement lié. Les personnes qui ont pour moi vécu des instants de joie, et je l'ai vécu et je les remercie parce que ça m'a drôlement apaisé par rapport à la question de la fin de vie, celles qui ont vraiment vécu des instants de joie, mais alors la joie même, je pense à une patiente qui était la joie la plus grande de toute sa vie quand même, hein. C'était parce qu'elle était en amour total. En fait, c'est une patiente que j'ai croisée et je suis allée, donc elle était en fin de vie et je vais la voir, j'étais en personnage comme ça et elle était d'une lumière, d'une beauté. Alors, elle était maigre, elle était vraiment squelettique. On sentait que c'était bientôt la fin de sa vie. Et en même temps, elle me regardait tellement en joie. Elle était très heureuse de ma présence de joie. Et je lui ai dit, mais viens, je te propose un voyage. T'es OK pour partir avec moi? Elle m'a dit, oh oui, elle était complètement ouverte, hein. Et je lui ai proposé un voyage intérieur, tout simplement. J'ai mis une musique d'amour. J'ai une playlist musique d'amour. Et j'ai mis une musique d'amour et là, je l'ai vue partir. Alors, je l'ai guidée tout simplement pour que, qu'elle s'élève et qu'elle aille là où elle a besoin d'aller. Et donc, j'ai guidé pour qu'elle s'élève vers quelque chose de plus vaste. Et je l'ai vue, mais transfigurée. Elle avait un visage, mais tellement heureux. Donc, ça a duré un bon moment. Et après, je l'ai invitée à revenir tout doucement. Et quand elle a ouvert les yeux, je lui ai dit est-ce qu'on pourrait dire là que tu as vécu la plus grande joie de ta vie? Et elle m'a dit oh oui, c'était la plus grande. Et alors elle faisait rien et qu'elle était en fin de vie et c'était la joie de l'amour, elle était là vraiment à son contact. Moi je l'ai ressenti, hein, c'était pur amour, hein. Totalement ouverte et sans peur. Et donc, elle a vécu, une connexion avec quelque chose de bien plus vaste. Elle est revenue, j'ai dit, mais t'aurais pu mourir. Elle dit oui, et c'est dommage d'ailleurs. Elle serait morte juste devant moi en état d'amour total. Ça aurait été fantastique. Mais j'ai remarqué que les gens qui avaient le plus de joie et ceux qui mouraient le plus apaisés, c'est ceux qui avaient le plus aimé, le mieux aimé. Ouais. Ah ouais, ok, c'est intéressant. C'est rassurant. Ben oui, et donc c'est pour ça que quand tu traites du sujet de l'amour, tu vois, tu traites un des sujets pour moi les plus importants de la vie. Et d'ailleurs, hein, tu sais, ceux qui vivent des NDE, des morts cliniques, souvent la question qu'on leur pose, c'est pas une question. Ils disent toujours, on me pose la question, mais c'est pas, comment dire, c'est très très vaste cette question. Enfin, c'est pas un dieu, ils ont l'impression que c'est une conscience et qui pose la question, comment as-tu aimé? Donc, tu vois un peu comme elle est importante cette question. Et en fait, les gens qui ont vécu des morts cliniques, quand ils reviennent, ils ont une vie où ils vont s'engager davantage pour la société, ils vont faire des choses, ils vont développer leur qualité de cœur. Donc, tu vois un peu que quand tu me poses la question du sujet de l'amour, c'est une question essentielle et c'est la question fondamentale, a priori, que beaucoup de gens qui ont vécu des morts cliniques ont reçu comme question. Comment as-tu aimé? Donc, moi, je pose la question aussi du vivant des personnes. Je leur dis, alors, comment tu as aimé?
Et puis aussi, c'est se pardonner s'ils ont le sentiment de ne pas avoir assez aimé, est-ce qu'ils peuvent se pardonner? Et c'est là qu'on se rend compte que parfois, non. Et il va falloir accepter ça. Par contre, en ayant cette conscience-là dans la vie, moi, je l'ai mis au cœur de ma vie. Comment j'aime? Est-ce que, voilà, mes limites, parfois, après, je les agrandis. Est-ce que je peux encore aimer là? Est-ce que je peux encore aimer cet endroit-là? Et ça va avec la joie. Pour moi, la joie et l'amour, c'est le même endroit. Hein. C'est le même endroit. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je vais même plus loin autour de l'amour parce que je mets de l'énergie, de l'amour dans tout ce que je fais. Quand je cuisine, tu vois, quand je suis en train de discuter avec toi, quand j'écris mes livres, quand j'organise mes événements, j'essaye de mettre vraiment cette énergie-là, en fait, dans tout ce que je fais. J'ai même, parfois, je mets des petites étiquettes sur mes bouteilles, du mot amour, tu sais, ça va jusque-là. Parce que je suis tellement convaincu qu'on est tous interconnectés, tous reliés par une espèce de fil, tu sais, d'amour, en fait, qui nous connecte les uns avec les autres. Que quand moi je m'occupe de moi et que je mets cette énergie-là, je me dis qu'en fait je participe aussi à quelque chose de collectif autour de moi. Mais c'est magnifique et c'est pour ça je te rejoins complètement et en fait je pense que c'est ça le plus grand travail qu'on ait à faire. Ça va comme travail, hein, c'est pas dur. Je pense que c'est ça qui nous est demandé, vraiment, tous. Mais est-ce que chaque acte pourrait être un acte d'amour, une offrande? Bien sûr que c'est ça. Et d'ailleurs, quand je donne des stages pour les soignants, alors je sais bien que ça peut paraître toujours un peu bizarre. Alors moi, je me réfugie dans les pratiques artistiques comme je suis art-thérapeute et que dans le domaine de l'art, on s'échauffe. Hein, on a beaucoup d'échauffements artistiques pour les comédiens. Et que j'applique donc pour les soignants ou les gens qui vont faire mes stages et je leur propose des marches d'amour. Voilà, je marche et quand je marche, j'embrasse la terre et la terre reçoit un message d'amour. Et je leur dis aux soignants, mais si vous marchiez comme ça dans les chambres d'hôpital, mais ça serait extraordinaire. Parce qu'un soignant, un patient, je veux dire, qui voit passer un soignant comme ça, qui a une marche d'amour, c'est incroyable. C'est une marche de joie, hein. Mais ça va vraiment complètement ensemble. Et je te rejoins. Oui, le plus important, c'est toujours ce que je dis, c'est pas ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Donc, quand tu me parles de ta vie et que tu me dis que tu mets de l'amour dans tout, c'est ça le plus important. C'est pas ce que tu fais, c'est comment tu le fais. Et je pense profondément qu'on va partir non pas avec ce qu'on a fait, mais comment on l'a fait. Je suis persuadée de ça. Hein, en bagage, dans l'énergie, quand on meurt, on part avec ça. Notre quantité vraiment d'amour et de joie. Est-ce que ce qu'on a vécu, on l'a fait avec amour, conscience, joie, tout ça, hein? C'est le même endroit. Comme quoi, c'est très, très, très important. Mais c'est clair. Et que ça nous concerne tous. C'est-à-dire que nous tous, en tant que citoyens, je trouve qu'on a cette responsabilité citoyenne, tu vois. Déjà de prendre soin de nous, moi, comme je le dis très souvent, de vraiment trouver les bons outils qui sont bons pour nous, pour être bien, en fait, dans notre corps, dans notre tête. Et d'injecter, en fait, de mettre cette énergie d'amour dans tout ce qu'on fait. Ça, chacun, en fait, peut le faire. Moi, je réfléchis toujours de manière globale. Il y a toujours des gens qui vont dire, mais oui, mais lui, en fait, comment il fait? Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a toujours des contre-exemples. Mais de manière globale, on peut quand même tous le faire. Du mieux qu'on peut. Exactement. Mais alors, je te rejoins. Mais tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, on ne peut pas tous partir en voyage comme toi, tu le fais. C'est vrai, on ne peut pas tous le faire. Par contre, une présence de sourire, un acte d'amour, pour son voisin, pour soi, dans les petites choses du quotidien, ça, on peut faire. Après, tout le monde ne peut pas être sur scène comme moi, par exemple. Il y a des choses, ça demande, c'est des endroits où on est, et c'est notre métier, donc on est tous différents. Par contre, comment on est et comment, les petits actes qui font de la vie quelque chose d'extraordinaire, ça c'est notre ressort. Après, les chemins de vie sont tous différents et on a vraiment des vies multiples, avec des expériences différentes à vivre. Voilà, c'est juste ça. Tout à fait. Est-ce que tu as l'impression, parce qu'il me semble avoir déjà entendu ça, que beaucoup de personnes, quand ils arrivent justement, comme tu dis, au seuil de la mort, ils ont plus de regrets en fait qu'autre chose. Tu sais. Non, mais on n'est pas à égalité. Il y a des personnes, oui, qui peuvent avoir des regrets. C'est terrible, ça, les regrets. Ils se mettent une charge. Oui, alors moi, la question chaque fois que je posais, c'était mais est-ce qu'on est d'accord que tu as fait du mieux que tu as pu au moment où tu le faisais? Et à chaque fois, les réponses, c'est oui. Alors, oui, il y a des regrets.
Oui, bah, ça dépend de chacun. Oui, 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 il peut y avoir des regrets, oui. Et en même temps, tu vois, en ce moment, j'ai lancé un nouveau. Je me suis dit peut-être qu'il faut. Comme j'ai arrêté de travailler à l'hôpital et ça me manque l'accompagnement, de retrouver la joie, et j'ai proposé à la recherche de la joie. Donc pour des gens comme toi et moi, là, qui perdent la joie. Pourquoi je te parle de ça? C'est que justement, j'ai des personnes qui ont des regrets. Et c'est beaucoup les personnes qui sont venues à moi en me disant: oh là là, moi j'ai eu un regret. Elles ont 50, 60 ans et m'écrivent: j'ai pas eu la vie que je voulais. J'ai écouté papa, maman, j'ai pas fait, je me suis pas écoutée et j'ai des regrets. Et en fait, c'était des grandes tristesses. Et ils vont venir là, voilà, faire un stage pour te dire à quel point cette question de regret, elle est vraiment importante. Et c'est pour ça que comme je connais cet endroit de regret, je rétropédale, il faut le dire aux enfants, réalise ta vie et avec du sens. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui met du sens? Et c'est pour ça qu'après au collège, tu vois, j'avais fait un dispositif aussi co-animé, un parcours d'orientation vers un avenir serein, pour justement qu'il n'y ait pas ces regrets. En fait, je sais plus où aller, à quelle source il faut aller. Est-ce qu'il faut former, comme toi, tu disais, les parents? Est-ce que les parents, il faut bien les éduquer pour qu'après ils transmettent aux enfants que... nanana. Ou alors, c'est déjà les enfants, il faut aussi les éduquer. Et je pense qu'il faut transmettre partout. Oui. Parce que parfois, il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui ont eu cette transmission dont tu parles tant. D'ailleurs, dans tes congrès, c'est ce qui ressort après. On se dit, bah alors, il faut former les parents. Oui. Mais après, il y a des enfants qui n'ont pas cette chance d'avoir des parents. Donc, il faut le système éducatif. Donc, il faut former le personnel soignant. Et personnel éducatif, je veux dire. Et en fait, on ne sait plus. Je crois qu'il faut aller partout, transmettre ces messages de joie, de sens, de présence. Qu'est-ce qu'une vie qui a du sens? Et si on met le sens au cœur de sa vie, c'est là où il y a de la joie. Mais ça, c'est ma réponse. Mais c'est nourri de ce que j'ai vécu en accompagnement à l'hôpital, puisqu'il me disait que ceux qui mouraient le mieux, c'est ceux qui avaient le plus aimé. Mais donc, ça avait donné du sens à leur vie. C'était ça leur sens à eux. Et attention aux gens, alors je mets un petit bémol, hein. Si tu as eu une vie de sens, mais si par exemple tu as eu une vie prestigieuse, tu as eu beaucoup de choses, tu as eu, j'ai pas dit tu as été, là c'est difficile. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes aussi à perdre leur image, leur identité. Si tu as eu un ego hyper fort socialement, j'entends, il faut accepter de perdre cet ego, de devenir un être humain tout simple. Et de changer, d'enlever cette étiquette, j'ai été important. C'est extraordinaire d'assister à ça, qu'à un moment donné, on enlève les identifications pour qu'à la fin, il reste plus que je suis. Et on ne met rien derrière. J'adore cet endroit, mais il est délicat. Hein. Il est délicat. Donc, je pense que moi, en tout cas, mon travail de vigilance, c'est de me dire, oui, j'ai un ego. J'ai toujours dit qu'il était au service de mon âme. Et régulièrement, je me dis toujours, je suis bien plus que ça. Je ne suis pas Sandra, je ne suis pas Annabelle, je ne suis pas art-thérapeute, je joue à ça, mais je suis bien plus que tout ça. Et pour moi, c'est un secret vers la joie. Et un secret pour bien mourir, d'ailleurs. Hein. On va mieux mourir si régulièrement on se désidentifie. On n'est pas ce qu'on croit être. Et c'est tout le chemin de désidentification. Qui suis-je? Bien plus. C'est la réponse. Je suis d'accord. Ouais. C'est marrant parce que j'en parle justement dans mon deuxième livre, là, C'est quoi le bonheur pour vous, en quête de sens. Moi, j'appelle ça aussi le détachement, tu sais. Donc, oui. C'est un vaste sujet aussi, le détachement. Mais pour moi, ça en fait partie, se détacher justement de ces masques, en fait, qu'on met dans notre société, du rôle, en fait, qu'on joue, tu sais, dans la société. De réussir à se détacher de ça aussi, c'est un vrai challenge, quoi. Ouais. Mais c'est pas facile. D'ailleurs, tu vois, la première question que tu me poses tout à l'heure, et c'est normal, c'est est-ce que tu pourrais te présenter? Et on a besoin d'avoir des repères. Moi aussi, quand je demande à quelqu'un, tu peux me dire d'où tu viens, il faut que je comprenne sa carte du monde, qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il a été. Donc, ça, c'est très important. Et en même temps, ou alors il faudrait dire, bon, je vais me présenter, mais je suis quelqu'un en chemin. D'ailleurs, je crois que tu le dis, toi aussi. Je crois qu'il faut pas se présenter en victoire. Il faut se présenter en, voilà, j'ai cheminé à cet endroit-là, et parce que les gens ont sans arrêt tendance à vouloir nous mettre dans un endroit de victoire. Waouh, t'as fait ça, ou alors waouh, c'est pas super ce que t'as fait. Victoire ou le contraire. Non, mais est-ce qu'on pourrait juste voir qu'on est venu expérimenter des terrains là? Et c'est pas plus, pas moins. Et que par contre, la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que tu as retenu de l'endroit où tu as été? Et par exemple, tu es boulanger, alors qu'est-ce que tu retiens de cet endroit-là? Toi, tu es enseignant, qu'est-ce que tu retiens de cet endroit-là? Et en fait, c'est ça, c'est les leçons des endroits.
et c'est pas forcément ce qu'on a fait qui peut paraître des fois prestigieux, parce que notamment, tu vois, par rapport à la question de la mort, je sais que ça touche beaucoup de gens, le fait que j'ai accompagné, mais peut-être que j'avais aussi un endroit à apaiser. Bien sûr que j'ai apaisé, je me suis apaisée, on s'est apaisé ensemble, et c'est un endroit qui me fascinait pour la question de la présence et la question aussi d'identité, et puis j'aime tellement les partages intimes et de profondeur. Je me suis dit, peut-être que là, on va être dans la grande profondeur, parce que les gens, ils sont démunis, ils vont, waouh, le dernier saut, on lâche tout, on lâche tout. Et donc, en tout cas, il faut s'habituer à ne pas croire... Alors, à ne pas croire qu'on est ce victorieux, et en même temps avoir suffisamment d'amour pour nous, de reconnaissance. Voilà. C'est là où, tu vois, tout à l'heure, on parlait du milieu spirituel. Pour moi, je mettrais un bémol. Je fais super attention au développement personnel, comme on entend, qui peut aussi être le développement de l'ego. Je monte, oh, t'as vu, ouais, génial, génial. Et puis le spirituel qui te fait, bon, alors tu lâches l'ego maintenant. J'adore. Donc, c'est ça en même temps. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai confiance en moi, il faut que je m'aime suffisamment, mais même mon petit ego. Mais à un moment donné, je l'ai tellement aimé que je sais qu'il y a quelque chose de plus vaste, c'est le grand. Et le petit ego, c'est bon, tu as fait le chemin, c'est bon, tu peux le lâcher. Et être davantage dans l'interdépendance. Parce que si on commence à lâcher l'ego en disant moi, on arrive à quoi? L'interdépendance. On est tous interdépendants, complémentaires pour faire une œuvre commune. C'est très, très intéressant d'arriver à cet endroit-là. Et je sais que tu es là-dedans parce que tu es dans le communautaire, tu es peut-être dans les grands rassemblements. Je sais que tu es très sensible à ça, au fait que, ensemble, on va plus loin, n'est-ce pas? Mais oui. Et là encore, c'est rigolo parce que tu parles d'ego. Il y a tout un chapitre en fait dans mon livre où je parle justement de l'ego, parce que les gens ont du mal à se rendre compte de ce que c'est en fait l'ego, quoi. Et voilà, je trouvais intéressant en tout cas à travers mes mots, d'essayer d'expliquer un peu ce que c'est l'ego et comment on peut s'en détacher, mais en même temps de pas le lâcher parce que ça fait partie aussi de notre entité en fait. L'ego, il est là, il est important quand même. On en a besoin, et il y a une phrase, alors je suis nulle en mémoire, attends, je vais voir si je la reconnais encore cette phrase. C'est ah oui, c'est ça. C'est Swami Prajnapada. C'est un enseignant spirituel que j'aime beaucoup. C'était l'enseignant spirituel d'Arnaud Desjardins. Enfin, c'est notamment lui qui l'a fait connaître. Et il y a un passage que j'adore, et je le lis souvent à mes étoiles qui sont en stage avec moi, et qui est complètement atypique comme transmission. Et j'ai trouvé ça génial. Il a dit, pour casser l'ego, il faut se déployer. Mais très intéressant. Mais il dit oui, et il donne comme exemple l'amour. Mais oui, si vous voulez aimer, aimez totalement. Donc ça veut dire déployez-vous. Et alors, pour casser l'ego, il faut se déployer, c'est très intéressant. Mais en même temps, tu te rends compte que les gens qui ont beaucoup d'ego, des fois, ils n'osent pas se déployer. Alors moi, je vous le dis, déployez-vous, et ça va vous faire vraiment cheminer. Parce que si on se déploie totalement, on se rend compte de quoi? Qu'on n'a plus d'ego. C'est vachement drôle, hein? Mais c'est tout un chemin, et on est sans arrêt confronté à ça. Enfin, ça grince, ça coince. Est-ce que j'aurai l'autorisation de me déployer et juste d'être qui je suis et de grandir et d'inviter les autres à faire de même? Et là, tu vas avoir plein de détracteurs en face qui vont se dire, mais elle a pris le melon, elle n'arrête pas de se déployer. Mais déploie-toi toi aussi. Déployons-nous. Offrons ce qu'il y a de beau à offrir sur Terre. Et si on se déploie comme ça, au service des autres, du plus grand, du vivant, bien entendu, c'est ça le vrai déploiement, on a le monde, tu vois un peu le monde qu'on peut avoir, quoi. C'est ça, c'est le monde que je rêve. Oui, je sais qu'on a le même rêve. Hein. Et moi, je me dis que c'est possible. Tu sais, je suis d'une nature vraiment optimiste et positive. Et donc, alors après, je suis nature positive, optimiste, mais en même temps, je suis réaliste. Je suis quand même quelqu'un d'ancré. Tu vois, je suis Sagittaire, hein, donc du coup, j'ai l'ancré dans la terre. Tu vois, j'ai les têtes dans les étoiles. Mais d'un autre côté, dans toutes les activités que je peux mener depuis une vingtaine d'années, je vois en fait que toutes ces graines que je peux semer fonctionnent. Tu vois, je vois en fait que ça marche. Donc, si je voyais que ça marchait pas et que je perdais mon temps, mon énergie sur des trucs qui ne fonctionnent pas, je me dirais je fais autre chose, je vais essayer autre chose. Et là, je vois en fait que ça fonctionne. Donc, je suis très optimiste pour le futur en fait. Et c'est vraiment pour ça que j'ai envie de vivre au moins jusqu'à 112 ans. Tu vois, j'ai envie de voir un peu comme tout va se passer, quoi. D'accord. Mais moi j'alterne parfois. Il y a des endroits parfois qui sont tristes en moi, et quand je touche cette tristesse, je pourrais pleurer longtemps. Donc, et j'accueille, je me dis, parce que justement, c'est ça, être dans la joie aussi. Enfin, je veux dire, comme mon rêve, c'est être dans la joie paix.
ouais, ouais, des fois, je trouve que quand je vois le monde tellement en retard, parfois je pleure. Et parfois, quand je vois ce qu'on fait parfois à la Terre aussi, ouais, j'ai des larmes qui sortent et je me dis, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais Ouais. c'est aussi mon humanité. Je pense, on a le droit d'être triste, hein, on a le droit d'être Bien triste. sûr, bien sûr. Mais Après, ouais. ce que j'ai remarqué qui était important aussi dans ce que tu peux vivre dans ces moments-là, c'est notre entourage. C'est Ouais. les gens proches, tu sais, qui sont autour de nous, nos amis, notre chérie, notre femme, toutes ces personnes en fait qui nous entourent. Tu sais, on dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Et je pense qu'il faut vraiment prêter attention aussi à ça parce que c'est bien dans ces moments-là d'avoir des gens, tu sais, qui te tirent un peu vers le haut, justement, quoi. Et oui, mais moi je pense toujours à ceux qui ne les ont pas, parce qu'il y a aussi des gens qui sont très très seuls. Mais je te rejoins complètement et figure-toi que oui, il n'y a pas longtemps, j'ai été très très triste. Et en fait, ce qui m'a remis de l'énergie, c'était justement, c'était les gens de ma communauté, et c'était où les gens qui vibraient d'un même endroit. Et je me disais, Ouais. on n'a pas de chance quand on est vraiment seul. On n'a pas de chance, comment dire. On est dans un système qui n'est pas assez coopératif. On n'est pas assez en communauté, en fait. En fait, j'envie ceux qui ont une religion forte et qui fréquentent sans arrêt leur lieu de culte et tout ça. Et ça les rend forts, hein. Et donc, le plus important, c'est de fédérer, d'être ensemble. Et là, la tristesse peut partir parce qu'on se dit, on est triste ensemble, donc ça fait une joie. Parce qu'on peut en même temps être, reconnaître qu'on est au moins ensemble. Et ouais, la joie d'être ensemble, tout à l'heure, on ne l'a pas dit, qu'est-ce que la joie, mais la joie d'être ensemble, c'est quelque chose, hein. Ouais. C'est clair. C'est pour ça que j'organise des événements, hein. Oui, tu sens un peu la force de tes événements quand on est tous ensemble, cette vibration, d'un seul coup, on sent qu'on se comprend. Donc, moi, j'aurais envie de dire, si on est triste en ce moment, restons pas seuls, appelons quelqu'un qui pense comme nous et déjà se dire, t'as vu, c'est un petit peu difficile. Et toi, comment tu fais les choses? Et puis après, on remonte ensemble. Bon, pour moi, en tout cas, pour remonter, si je pouvais te donner un conseil, je sais pas, on me demande pas, mais en tout cas, mon conseil quand je vais pas bien comme ça, et en plus, je l'ai vécu il y a pas tellement longtemps, c'est de me dire, bon, d'accord, c'est comme ça, c'est ça, et mais qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Qu'est-ce que je peux faire pour cette terre? Et en fait, la notion d'offrande, pour moi, ça me remet en joie. Et donc, je me coupe de la partie qui est triste, et la partie que je ne voudrais pas qu'il existe, mais elle est là. Et moi, ma façon de faire, c'est comment je peux contrebalancer. Et là, je fais tellement de choses qui contrebalancent. Je dis, bon, allez, mais je vais aller donner un peu d'espoir là, puis de la joie là. Puis concrètement, je suis très concrète, hein, moi, je suis très pratico-pratique, hein. Tout ce que je fais, c'est pratique, et je l'offre. Et puis, donc, si vous êtes triste, donnez. Donnez à votre voisin qui est peut-être encore plus triste, et vous allez voir, ça crée une petite joie là. Oups là, et on remonte. Et on remonte au fur et à mesure. C'est ça. Ouais. Ça fait partie des études qui ont été menées. Pour moi, ça tourne autour d'un vaste sujet qu'on appelle la gratitude, ce que tu dis là. Il y a des études qui ont été menées, tu sais, où tu écris une lettre en fait de remerciement à quelqu'un que tu apprécies, tu le remercies d'être dans ta vie, ce que tu veux, puis tu envoies cette lettre à cette personne. Et en fait, on a mesuré les bienfaits. Et finalement, ces bienfaits, ils sont tellement importants que ça dure plus de 6 mois en fait, quand tu envoies juste une lettre comme ça à quelqu'un, de tous ces effets bénéfiques que ça peut t'apporter, parce que justement, tu le remercies d'être dans ta vie, de ce qu'il t'apporte, tout, etc. Donc oui, effectivement, la gratitude de manière plus globale, c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour contrebalancer un peu tout ça. Ouais. Mais oui, mais c'est pour ça que si on éduquait les enfants à l'école, moi j'y crois beaucoup à l'école, parce que c'est le système où tout le monde passe à l'école, parce que bien sûr on peut le dire aux parents, mais si on commence une journée en disant waouh, merci pour cette journée, ouais, et puis le soir on dit merci à quoi, mais enfin il y aurait tellement de choses à faire et c'est pas grand chose. Mais étant enfant, on pourrait se souvenir, adulte, on pourrait se dire oh là là, c'est marrant, quand j'étais enfant avec mon enseignant, je me souviens qu'on disait toujours merci, on disait régulièrement merci. En fait, c'est des automatismes. Je sais que tu es très rituel, toi, que tu as vraiment... Discipline de vie. Oui, discipline. Ouais. Je dois dire qu'on l'a pas abordé, mais c'est vrai que maintenant, je me suis mise vraiment dans une grande discipline.
Bravo. Et je dois dire qu'en lisant ton livre, c'est quoi le bonheur? Non, mais c'est vrai que tu parlais beaucoup de la discipline. Alors moi aussi, j'ai les miennes, puis je voyais à quel point toi, tu étais dans une discipline, mais acharnée. Et je me suis dit, mais moi aussi, si c'est le centre, si je veux vraiment être en joie, en paix, si c'est ma priorité, mais discipline. Alors voilà, donc je suis très disciplinée maintenant, mais je veux pas le faire comme un dogme, je veux pas faire quelque chose d'extérieur à moi, c'est entre moi et moi, cette discipline. C'est pas entre moi et l'autre, je m'en moque complètement, mais à un moment donné, je décide. Et donc, c'est comme ça que, bah ouais, tous les matins, je me dis cette phrase, chaque jour, à chaque instant, je deviens de plus en plus heureuse. C'est beau. Je me le dis tous les jours. C'est entre moi et moi. Mais je sais que ça se met dans mon énergie et puis qu'à un moment donné, ça va grandir. Et si on faisait tous ça, mais t'imagines un peu l'énergie qu'on dégagerait? Mais non. Le problème, c'est que souvent, dès le matin, et je le fais assez rapidement d'ailleurs, hein, on va aller sur les réseaux, ci, cela, et la peur, la colère, oh non, il y a ça, oh non. Mais, grandissons-nous de l'intérieur et transmettons-le. Yes. En fait, c'est assez simple. C'est ça. Merci Sandra. Je vois que ça file vite, ça fait déjà une petite heure qu'on échange. Merci. Merci à toi. Comment font les gens qui veulent te contacter? Parce que j'ai vu passer, il y a une dame qui posait la question si tu faisais des formations, des stages. Comment on fait pour te contacter? Le plus simple, vraiment, c'est d'aller sur mon site internet sandrameunier.com, MEUNIER, sandrameunier.com. On peut me contacter et on voit que je donne quand même beaucoup de stages. Donc voilà. Et puis surtout, on peut aussi aller sur mon agenda pour me voir parce que je suis toujours en tournée, je joue par-ci, par-là. Venez me voir, c'est toujours un plaisir de vous voir lors de mes spectacles. Spectacle sur la question de la joie et le deuil, la joie et la mort, et puis la joie et l'éducation. Réenchantons le monde. Voilà. Donc, c'est comme ça chez toi d'ailleurs. Ouais. C'est comme ça prochaine. Ouh là là, j'ai une très 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 grosse date. Je vais jouer à Lyon, à la Bourse du Travail. Il y a 1000 places, donc c'est une grosse date ça. Et je crois que c'est le 21 septembre. Regardez mon agenda et la Bourse du Travail à Lyon. Et puis, je viendrai à Montpellier, puisque tout à l'heure, on en parlait, comme tu es à Montpellier. Voilà, c'est le 21 novembre, à la Maison des étudiants, l'espace Richter. Donc, regardez mon agenda, je suis toujours super heureuse de vous rencontrer. Et puis voilà, posons notre pierre, chacun à notre façon. Soyons des colibris. Réinventons le monde, oui, Audrey. Un grand merci pour tout ce que tu fais, Sandra. Merci beaucoup. Merci, merci. À tout bientôt. Ouais, tenons bon, à bientôt. Ciao. Et voilà, les amis, c'était Sandra Meunier. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'est toujours très inspirant d'écouter Sandra. Ah tiens, je vous ai mis le... Ah bah tiens, je vous la montre, c'est le prochain magazine Innovation en Éducation. Je n'ai pas fait exprès, c'est la prochaine couverture du mag. On parle de la famille avec pour titre, comme vous pouvez le voir, la famille, c'est compliqué. Grand sujet, très intéressant. C'est la première fois que dans ce magazine, ça va être le numéro 22, où quasiment tous les participants qui vont rédiger les articles pour le magazine sont des psychologues, parce qu'il y a tant de choses à dire autour de la famille. Si le magazine Innovation en Éducation vous intéresse, vous tapez magazine Innovation en Éducation dans un moteur de recherche et vous tombez dessus. Je suis ravi que mon livre, du coup, participe à amener de la discipline pour Sandra. Je vous montre la couverture du livre. Donc, c'est mon premier. C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi, qui est sorti au mois de juin dernier. Et donc, comme je vous le disais, si vous n'étiez pas là au tout début, j'ai terminé l'écriture du deuxième livre. Le manuscrit est parti hier auprès de la maison d'édition Erol. Et le deuxième, c'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens. Et c'est la partie complémentaire au premier. Les deux sont vraiment complémentaires. Donc, voilà, je suis très content. Ça y est, c'est fait. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps d'écrire un livre, surtout quand vous êtes dyslexique et dysorthographique comme moi. Mais voilà, c'est toujours fait avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Donc, j'espère qu'il vous impactera positivement et qui vous permettra de continuer à cheminer de manière peut-être un peu plus éclairée. Je vais vous montrer cette petite vidéo dont je vous parlais du hameau de l'Étoile. On va se retrouver cet été, début août, autour du week-end immersif. C'est quoi le bonheur pour vous? Il reste des places si vous voulez venir. Vous allez sur le site c'est quoi le bonheur.fr. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Passez une belle journée et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école,
regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous? Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.